Bonjour Julien. Bonjour Samir. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast, La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Julien, on va inviter nos auditeurs à faire quoi aujourd'hui? À se faire iatrogéner. Qu'est-ce que ça veut dire cette merde? Eh ben, on va aller découvrir ça ensemble et tu vas voir que si tu ne connais pas encore ce terme, toi qui nous écoutes, ce qui serait relativement normal, eh bien, tu vas découvrir quelque chose de très important, que ce soit pour ton développement personnel ou ta pratique professionnelle, si tu es dans le domaine de la relation d'aide. Exactement. Mais avant ça, Julien. Avant de se faire iatrogéniser, qu'est-ce qu'on fait, Samir? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'auto-promotionne. Le moment pub. C'est ça. Alors, toi qui nous écoutes, si tu as un projet de te former, de te certifier dans le domaine du coaching, de la PNL, de la sophrologie, de l'hypnose ou encore de la psychologie positive, branche scientifique bien évidemment, eh bien tu sais où nous trouver. L'Institut Merlin, c'est un centre de formation qui t'accompagne non seulement à être certifié pour pouvoir exercer le métier qui te tient à cœur à travers le monde, mais aussi à être accompagné vers ton excellence pour que tu puisses faire une réelle différence sur le marché et que tu puisses prendre ta place pour que tu n'aies jamais à craindre la concurrence et que tu fasses vraiment cette différence auprès de tes clients et de tes clientes qui puissent reconnaître tout simplement tes compétences, tes capacités et toute la valeur que tu as à apporter. Donc si tu as un projet qui te tient à cœur, si tu as envie de te former, si tu as envie d'en apprendre plus, si tu veux faire de toi un vrai coach, une vraie coach qui réussit, qui s'installe et qui fait une différence dans le monde, c'est pas compliqué, tu nous contactes et ça nous fera plaisir de te guider parmi tous les programmes qu'on peut proposer et surtout prendre le temps de t'expliquer pourquoi on serait, selon nous, le meilleur centre pour que tu puisses te former. Exactement. Alors, maintenant que ce petit moment sponsor est passé, Samir, on parle d'un nouveau sujet aujourd'hui, comme tu l'as dit. Ouais. On parle de la iatrogénèse. Toi-même. Qu'est-ce que c'est que cette bête-là? Toi-même. Toi-même, Julien. Non mais dis donc, tu me parles meilleur, hein? Fais gaffe. Bon, moi je dois admettre, Julien, que ce thème, je l'ai appris hier, tout juste là. Alors je sais ce que ça veut dire. Je me suis rendu compte que je savais ce que ça voulait dire, mais je ne le connaissais pas sous ce terme-là, la iatrogénèse. Oui, alors en fait, c'est un sujet effectivement que j'ai repartagé juste hier sur un post qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. Et en fait, ce sujet-là est revenu sur le devant finalement de la scène pour moi, parce que il y a eu une discussion qui a été faite autour de la place de la thérapie et les risques que représente la thérapie. Et je trouvais ça super intéressant, justement, de remettre en avant ce terme-là, qui nous indique en fait que toute intervention sur un individu, alors que ce soit dans le domaine médical, c'est-à-dire tu prends un traitement, tu prends des compléments, tu subis une opération, peu importe, ou que ce soit dans le cadre de ton développement personnel, alors on peut parler de thérapie, mais on peut aussi parler de tout ce qui va être coaching et autres, et que selon comment on va procéder, eh bien ça peut représenter des risques. Et les risques, justement, qui sont inhérents aux différentes pratiques, que ce soit dans la médecine, dans la psychologie, ou le coaching, ou le dev perso, eh bien, ça peut générer l'apparition de troubles, l'apparition de problèmes, ou l'augmentation, finalement, des effets négatifs d'une situation, d'une problématique, d'un trauma, même si on est formé correctement à la méthode qu'on utilise. Et ça, c'est un point souvent qu'on va oublier, c'est que il y a eu une démocratisation de la thérapie, ce qui est pas une mauvaise chose du tout, parce que plein de personnes ont besoin d'eux, mais ça a eu aussi un biais de « Ah ouais, moi j'ai des petits trucs qui vont pas dans ma vie, donc ça serait bien que je m'occupe de ça. » Et en fait, comme on le dit depuis le début à l'Institut, c'est que on a tous des cadavres dans le placard, et c'est ok, mais s'il y a bien un truc auquel il faut faire attention, c'est que s'ils sont dans le placard et qu'ils sont rangés et qu'ils te foutent la paix, c'est rarement une bonne idée que d'aller les chercher et de les remettre à jour. Ouais. Donc c'est un petit peu ça l'intro, sur quoi on va échanger aujourd'hui. Ouais, exactement. Et parfois, en fait, ça peut venir aussi, d'un syndrome du sauveur ou quelque chose comme ça, où on se dit, punaise, je sens qu'il y a quelque chose sur lequel il faut travailler parce que c'est important. Sauf que le client, il a rien demandé et c'est peut-être pas le moment. Ça part d'une bonne intention. Ouais.
Ça part Ouais. d'une bonne intention en fait au départ. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on enlève, tu sais, je veux dire, la plaie est encore en train de cicatriser sous le sparadrap. Toi, tu l'enlèves au mauvais moment, et là, ça se met à saigner comme pas possible, et c'est très difficile de couper après l'hémorragie. Donc, c'est juste de comprendre que, tu sais, le coaching, c'est pas juste un ensemble de techniques, c'est pas juste de la théorie. C'est aussi quelque chose que tu vas incarner. Ça va demander de la réflexion, ça va demander de la préparation aussi avant les séances. Tu sais, on n'y va pas comme Mhm. ça, vas-y, j'y vais et puis je vois ce qui sort. Non, il y a aussi de la préparation à faire derrière et il y a de la priorisation à faire. Si tu sais pas Mhm. prioriser les choses déjà dans ta vie, ça peut être difficile de prioriser un petit peu, tu sais, ce que tu vas faire avec ton client. En fait, si tu veux, c'est un ensemble de choses que tu vas incarner. Et c'est déjà arrivé récemment, Julien, avec moi, en tout cas avec les étudiants que j'ai en praticien. Des Mhm. fois, je mets le doigt sur des choses. Ouais. Deuxième cours, troisième cours, on commence peut-être un peu à faire. Bon, généralement, c'est jamais au bout du troisième cours qu'on fait de la pratique, parce que en base, on fait pas trop de pratique à part l'ancrage. Mhm. Mais on rentre dans le technicien, on commence à faire de la pratique. Ils commencent à amener des sujets sur lesquels ils veulent travailler eux-mêmes, d'accord, pour Ouais. qu'on puisse faire les techniques. Et des fois, tu sais, premier cours là, il y a un truc qui ressort, je fais punaise. Là, je suis tombé sur une croyance limitante profonde, par exemple, ou une empreinte. Mhm. Mhm. Ça, c'est un truc, faut pas y toucher tout de suite. Tu sais, il y a plein de choses à travailler avant, en fait. Ah, faut pas Et bondir très dessus, ouais, souvent, je tout à fait. sais que c'est là. Je sais que c'est ça le truc. Mais Mhm. je dis, bah, écoute, on va travailler sur autre chose pour le moment, mais par contre, on reviendra dessus plus tard parce que c'est pas le moment. Mhm. Et pourtant, on peut être tenté, tu sais, si on est dans ce syndrome du sauveur, de vas-y, je vais y aller, de le faire. Mais le problème, c'est que derrière, tu vas causer beaucoup, beaucoup de problèmes. Et la personne va potentiellement retomber dans une autre empreinte parce que c'est pas le moment. Il y a, tu sais, il y a des fondations d'abord à bâtir avant de commencer à travailler sur ces sujets-là. Bah, c'est ça, et effectivement, c'est une problématique qui peut se poser. Et c'est vrai que nous, on va accompagner dans le cadre de nos formations à bien faire attention à pas tomber dans ces pièges. C'est de ah bah il se passe quelque chose, je viens de repérer un truc, je veux travailler tout de suite, je veux aller explorer tel point. Et en fait, c'est super risqué. Ouais. Et c'est vrai que il nous arrive parfois de parler d'approches comme la psychanalyse. Et nous, on forme pas à la psychanalyse, c'est pas notre métier, Mm. mais c'est pas non plus une approche qui nous intéresse particulièrement parce que elle est porteuse de beaucoup de risques. Elle peut être intéressante dans une certaine mesure si tu adhères à la philosophie qu'il y a derrière, si tu adhères au principe, mais pour nous, elle représente plus un risque qu'autre chose parce que bah, elle t'invite justement à explorer, elle t'invite à aller chercher en profondeur, elle t'invite à créer des connexions par toi-même, elle t'invite à remonter le courant de ta pensée, des événements de ta vie, des situations. Et en fait, s'il y a bien un truc qui est caractéristique bah, finalement de l'approche coaching, qui est très souvent beaucoup plus adaptée à ce que les gens recherchent, plutôt que de se dire bah, je vais faire de la thérapie parce qu'il y a un truc qui convient pas, la thérapie est très importante. On n'est pas en train de dire attention, la thérapie c'est dangereux, faut pas en faire, etc. Bien sûr que si. Tu as une partie de la population qui va avoir besoin d'être accompagnée sur ces questions-là, et il n'y a pas de problème, et il faut surtout prendre en compte que ça peut prendre du temps, et que ça va demander un travail de fond, va falloir trouver la bonne personne, la bonne approche, parce qu'il n'y en a pas qu'une seule, mais que la grande majorité des gens n'ont pas besoin de faire une thérapie. Et qu'en fait, c'est risqué, parce que là, tu parles, on est en cours, on fait des exercices, ah, il y a un truc qui ressort. Ok, bon, bah, il y a un truc qui ressort, potentiellement, on pourrait travailler dessus. Comme tu le dis, souvent, faut préparer le terrain, et on n'intervient pas comme ça. On fonce pas dans le truc parce qu'on vient de le voir, c'est surtout pas quelque chose à faire. Mais ici, c'est vraiment de comprendre que le principe de la iatrogénèse, c'est que plus tu vas mettre ton focus sur quelque chose qui fonctionne pas, plus tu vas prendre du temps pour l'explorer en profondeur, plus tu vas aller chercher du détail, plus tu vas augmenter en fait l'accès à ce que nous on appelle des sous-modalités, donc tous les détails qui sont dans cette situation-là, plus tu as de chance en fait de réactiver la problématique et de la renforcer plutôt que bah, d'aider la personne à avancer. Et peut-être juste avant de te relaisser la parole, Samir, là-dessus, il y a une dynamique, et je pense qu'on la partage quand même assez souvent, mais il y a une dynamique importante à comprendre, c'est que
La personne qui va être en souffrance, en état dépressif, qui va vraiment être mal dans sa peau, suit exactement les mêmes stratégies qu'une personne qui fait que regarder son nombril et de regarder ce qui va pas dans sa vie et ce qui fonctionne pas. C'est que si je m'intéresse vraiment à ce qui marche pas, on peut tous trouver des choses qui marchent pas, puis on peut mettre le focus dessus, puis on peut se concentrer dessus. Cette stratégie-là, elle est à la fois conséquence d'un état de souffrance, d'un état dépressif qui pourrait être en place, mais c'est aussi un comportement qui vient conditionner cet état-là. Et c'est quand tu mets trop le nez dans la merde, hein, pas 36 000 façons de le dire, que en fait tu vas être affecté par ce que tu repères, ce que tu regardes, ce qui occupe ton espace mental, tes émotions. Puis c'est là que la iatrogénèse peut justement s'activer, se Ouais. faire. Ouais. Il y avait un autre truc qui me venait à l'esprit, Julien. C'est Mhm. aussi, tu sais, au travers du coaching, mais peu importe, même la thérapie, etc. Parfois, on a des outils, des espèces de QCM, des outils pour essayer de diagnostiquer des choses. Encore une fois, quand je dis Oui. diagnostiquer, d'accord, c'est entre guillemets, hein, d'accord, parce qu'on a fait un Mhm. podcast sur les tests de personnalité, etc. On a déjà fait Tout à fait. cette chose-là. On a expliqué aussi les dérives qui pouvaient venir des tests de personnalité si on n'allait pas creuser dans le fond et vérifier aussi le diagnostic. Et ça aussi, ça peut être un problème qui peut amener de la iatrogénèse. C'est-à-dire que tu as un ensemble Enfin, d'outils pour aller mhm. diagnostiquer potentiellement des choses, pour aller regarder un petit peu aussi par rapport au test de personnalité, le fonctionnement de la personne. Et en fait, Mhm. tu bases tout ton diagnostic sur le QCM que la personne t'a rendu. Et ça peut être dangereux parce que normalement, nous, en tout cas, on amène, Julien, nos coachs à, Mhm. OK, vous utilisez ces outils-là, mais derrière, vous allez vérifier et vous allez valider ça avec le client. Mhm. Et en plus, même si vous validez avec le client, vous prenez en considération le fait que chaque être humain ou chaque individu est unique et qu'il peut y avoir des écarts. Ça va pas se passer à 100% comme c'est, en fait. Complètement. Et c'est pour ça que ça va être aussi important. Tu sais, j'amène le thème des tests de personnalité, des diagnostics, etc. Mais c'est Mhm. pour ça que ça va être aussi important de faire preuve de flexibilité et de faire preuve d'esprit critique. Sur tout ça. On se base pas à 100% sur un diagnostic ou à 100% sur un test de personnalité pour pouvoir agir auprès de C'est notre client. clair. Ouais. Ouais, c'est clair et je pense que c'est bien aussi que tu ramènes ce point-là de que ce soit le diagnostic ou le test de personnalité. En Mm. fait, dans la problématique de la iatrogénèse, c'est que, tu sais, qu'on le veuille ou pas, à partir du moment où tu as une posture, alors médecin a fortiori encore plus, mais expert ou coach, la personne peut assez rapidement te placer dans une posture d'autorité, finalement, sur un sujet, sur une problématique. Et quand toi, dans ta posture d'autorité, même si tu n'as pas envie de prendre cette posture, mais c'est la personne qui te la donne, et si t'es pas vigilant ou vigilante, te fous dans cette case, c'est que, tu sais, demain, je vais voir un professionnel, et on me pose tout un tas de questions. Et au fur et à mesure qu'on me pose des questions, je vais répondre oui, je vais peut-être m'y retrouver plus ou moins, je vais filtrer en fait, et je vais peut-être en arriver à la conclusion que moi, j'ai telle ou telle problématique, que je vis telle ou telle situation. Et en Mm. fait, le principe de iatrogénèse, c'est que soit ça vient réactiver des choses qui sont existantes, soit ça vient déclencher des effets qui étaient non présents au départ, mais parce que il y a eu un diagnostic, parce que il y a eu une évaluation, parce que il y a eu un test qui a été fait, alors à partir de là, la problématique commence à ressortir. Mhm. Et en fait, c'est là aussi où on voit la puissance de la pensée humaine, du cerveau humain et de comment est-ce que ça s'organise. C'est que ça peut déclencher des problèmes qui étaient jusque-là alors inexistants. Et il y a un truc peut-être dont on parle très peu, mais encore une fois, faut mesurer ce que je vais dire ici et que c'est pas un avertissement pour dire ne va jamais voir un psy parce que c'est beaucoup trop dangereux, parce que c'est absolument pas le cas. Mhm. C'est que selon la dynamique, selon la problématique, selon la situation et selon la philosophie aussi qu'il va y avoir derrière. D'accord? La psycho, c'est de la philo. C'est la même chose. Ok? C'est pas exactement le même sujet. On s'intéresse aux structures de la pensée, d'organisation, mais ça reste malgré tout des courants de pensée. Et si c'était une science pure et dure, il y aurait une seule vision, il y aurait 1 + 1 = 2, et après on passe à autre chose. Bon, le fait est que non, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs mouvements.
Mais tout ça pour dire que il y a une problématique qui existe, c'est que pour certaines personnes, ils sont persuadés que la vision qu'ils peuvent avoir ou la philosophie qu'ils utilisent dans leur pratique permet d'expliquer l'individu et de trouver en fait la problématique. Et en fait, tu as plein de gens qui malheureusement ont connecté avec des symptômes, ont connecté avec des problèmes, ont connecté avec des situations de vie compliquées parce qu'ils ont eu en face d'eux un ou une professionnelle qui les a convaincus qu'ils avaient eu des traumatismes pendant leur enfance, qui les a fait travailler à retrouver des souvenirs qui n'existaient pas, donc à les fabriquer, pour pouvoir soutenir la vision qui avait été établie de « si vous n'y arrivez pas aujourd'hui, c'est parce que vous avez vécu tel trauma ». Vous savez, ce que vous êtes en train de vivre, c'est tout à fait caractéristique de quelqu'un qui a été violé quand il avait 5 ans. De ce que vous avez vécu, c'est parfaitement caractéristique de quelqu'un qui a été maltraité de la part d'un de ses 2 parents, et principalement, en général, c'est la mère qui... Et en fait, on se retrouve avec des gens qui ont des pathologies qui sortent de nulle part parce que il y a eu cet effet, en fait, cet embrigadement psychologique, intellectuel, émotionnel, qui est en plus même pas recherché par le professionnel, qui bien souvent, en fait, il fait juste son travail et émet une hypothèse et va explorer cette hypothèse pour savoir est-ce que c'est vraiment ça ou pas. Mais c'est là où il faut vraiment faire attention parce que quand tu es coach aujourd'hui, si on revient vraiment sur notre matière principale pour nous, c'est quand tu es coach aujourd'hui, selon la formation que tu as eue, soit on t'a appris à avoir une grille de lecture qui te dit voilà ce qu'il faut que tu penses, voilà ce qu'il faut que tu dises, voilà comment les choses fonctionnent, voilà d'où la problématique peut venir. Et dans ce cas-là, tu te retrouves avec des coachs qui vont se mettre à explorer les problèmes, qui vont se mettre à aller chercher le pourquoi du parce que, du comment, de l'histoire, de quel moment, et en fait, on s'en rend pas compte, mais en jouant à ce jeu-là, qui est très risqué, on peut déjà aider la personne à fabriquer des souvenirs qui ne sont pas justes, donc à justifier ces problématiques à travers des points qui paraissent logiques sur l'instant, et qui en fait vont amener plus de problèmes que ce que ça va en résoudre pour l'avenir de la personne. Donc c'est très 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 vicieux. Et effectivement, quand tu dis que il faut le prendre avec du recul, oui. Et c'est vrai que nous, en tout cas, on met vraiment cet effort-là à l'Institut avec nos étudiants de bien leur apprendre à émettre des hypothèses, mais à toujours chercher à est-ce que cette hypothèse est valide ou non. Et quand ça répond pas, c'est que ton hypothèse n'est pas juste. Et dans ce cas-là, au lieu de continuer à chercher, à essayer de te prouver que tu as raison et à trouver les réponses dont tu as besoin, dans ce cas-là, tu passes à autre chose. Parce que, encore une fois, quand tu as une personne que tu considères comme d'autorité en face de toi, ça peut tellement t'influencer que tes filtres, ils agissent plus et que tu prends l'information sur « Ah bah oui, mais moi, mon médecin, il m'a dit ça. Ah bah oui, mais mon infirmier m'a dit ça. Ah bah oui, mais moi, mon kiné m'a dit ça. » Oui, mais c'est pas Dieu le Père, en fait. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu gardes ta capacité de réflexion. Et en fait, tout ça, c'est un risque inhérent à nos différentes pratiques de thérapie ou de coaching, peu importe. Totalement, Julien. Et par rapport à la psychologie, toi, dans ta formation initiale, c'était principalement cette approche-là. Autrefois, il fut un temps. Exactement. Voilà, il y a très longtemps. Et effectivement, le truc avec la psychologie, c'est que c'est une science molle. On dit pas que c'est pas bien, qu'il faut pas faire de la psychothérapie. Loin de là, d'accord. Le lobby des psychologues et des psychothérapeutes, on ne vous veut pas de mal, ok. On veut travailler avec vous. Il y a pas de problème. Pas du tout. Mais ou pas du tout. Je plaisante. Non, je rigole. Non, pas du tout. On ne vous veut pas de mal. C'est ça. Donc voilà. Mais c'est juste que oui, il faut garder à l'esprit que la psychologie, comme tu l'as dit, Julien, c'est de la philosophie, c'est une science molle. On appelle ça une science molle. Pourquoi? Regarde, Julien, nous, on est très portés par l'approche de Jung. Il y a d'autres personnes qui sont très portées par l'approche de Freud, d'accord? Et il y a plusieurs approches, en fait, dans la psychologie. Et chaque approche, elle a ses points positifs, ses points négatifs. Il y a ces adeptes qui sont là comme « Ah non, c'est la vérité absolue ». Puis il y en a d'autres qui sont là pour justement, qui vont dire « Bah non, c'est pas la vérité absolue parce que… » Donc c'est juste que contrairement aux sciences dures, qui vont étudier par exemple, tu sais, la physique, les mathématiques, où vraiment on étudie les phénomènes physiques et naturels, où là il n'y a pas 10 000 façons de voir les choses. La réponse généralement elle est unique, sauf dans certaines sciences. C'est une science
qui est molle, qui évolue et qui est pas la vérité absolue. Ouais, Ça, c'est tout à un fait. point à garder. Et parfois, même dans les sciences dures, c'est pas toujours la vérité absolue parce qu'il y a potentiellement d'autres manières d'arriver au résultat. Et parfois aussi, on arrive à une partie du résultat, mais pas à tout. Si on prend, encore une fois, la théorie de la relativité, ben, elle a évolué parce que à l'époque, c'était la vérité avec les outils qu'on avait, avec les connaissances qu'on avait. Mais aujourd'hui, vu que la technologie a évolué, qu'on a pu découvrir de nouvelles choses, ben, en fait, la théorie de la relativité, elle a évolué. Ça ne veut pas dire qu'elle était fausse à l'époque d'Einstein, qu'Einstein avait tort. Non. Einstein avait Non, tout à raison fait. à son époque, avec les connaissances de l'époque. Mais aujourd'hui, grâce à l'évolution des technologies, ben, on se base sur ces travaux pour aller apporter d'autres choses. Mais là, je commence à m'écarter, donc je me recentre, je reviens, je respire, Julien. Voilà. Respire. C'est ça, totalement. Alors, la première chose, peut-être qu'on amène très souvent pour éviter de tomber dans ce problème de iatrogénèse, Mhm. et ça, on l'enseigne beaucoup à nos étudiants, c'est déjà d'établir un contrat de coaching au départ. C'est-à-dire que au premier rendez-vous, ce qu'on fait, c'est qu'on va explorer la problématique du client. Surtout que nous, on enseigne effectivement la PNL, le coaching, mais on enseigne Mhm. aussi l'approche systémique. Ça veut dire qu'on prend en considération le fait que l'individu est un système et Mhm. que chaque partie de ce système sont corrélées. D'accord? Parfois, elles peuvent être indépendantes, mais en même temps, elles sont liées. C'est ça qui est drôle. Ouais. Et donc, en fait, premier rendez-vous, on voit quelle est la problématique, quel est l'objectif principalement, parce que nous, on n'est pas une approche orientée problème. Le coaching, c'est une approche Tout à fait. orientée solution et objectif. Et une fois que c'est fait, à ce moment-là, on commence à dérouler un plan de coaching avec des étapes claires. On commence par ça, puis après on va attaquer ça, puis après on va attaquer ça, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, tu sais, ça permet comme de, ok, tu vois, ces problématiques-là qui gravitent autour Mhm. bah, tu sais, qui l'empêchent d'aller vers son objectif, bah, il y a des problématiques qui sont beaucoup plus grosses et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus petites. Bah, on va déjà commencer à travailler sur les bases, sur les fondations. Et une fois Mhm. qu'on a fini avec les fondations, on va pouvoir s'attaquer à des choses qui sont beaucoup plus grosses pour l'aider à avancer. Ouais, complètement. C'est, Ouais. c'est, c'est vrai que dans notre manière d'aborder finalement le coaching, ce qu'on enseigne, et que ce soit en PNL, en sophro, en hypnose, en psychologie positive, c'est qu'on met surtout en avant en fait les différents systèmes qui vont maintenir, soutenir une personne dans un état optimal de fonctionnement. On va les renforcer ces bases-là. Et par le fait de renforcer ces bases, déjà il y a beaucoup de problématiques qui se résolvent d'elles-mêmes. C'est vrai que dans notre manière d'aborder, et c'est aussi un des principes clés de la systémique, c'est que tous les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus. Et dans cette optique de tous les problèmes n'ont pas besoin d'être résolus, on va donc pas perdre de temps, mettre de l'énergie à aller fouiller, explorer, comprendre le pourquoi du parce que du comment, où en fait, bah, non seulement on prend le risque d'acheter la problématique et de se retrouver avec le même problème que notre client, parce qu'on aura le même niveau de réflexion, de pensée, de positionnement par rapport au problème. Donc ça, on n'a pas envie. Et puis la deuxième chose, c'est que de toute façon, ce problème, il existe parce que bah, il y a tout un mode de fonctionnement qui est derrière. Et qu'à partir du moment où on vient changer ce mode de fonctionnement, alors nous, ce qu'on appelle les stratégies cognitives, que ce soit des stratégies mentales en termes de réflexion, de discours intérieur, que ce soit des stratégies comportementales ou émotionnelles, on va travailler sur ces différents points. Et en fait, énormément d'éléments vont tout simplement se réajuster d'eux-mêmes. Mais c'est vrai que, et on le voit beaucoup dans nos débuts de cours avec nos étudiants, c'est qu'au tout départ, ok, on va faire un petit entraînement, on va faire une petite pratique. Donc, qui aurait envie d'amener une problématique? Mm. Et du coup, la personne va exposer sa problématique. Et là, le premier réflexe de la très très grande majorité, on va dire 99% du temps, c'est de partir en mode exploration et de se dire, mais quel est le problème que tu rencontres et pour quelle raison as-tu ce problème et qu'est-ce qui s'est passé et selon toi, qu'est-ce qui en est à l'origine et qu'est-ce que tu as vécu par le passé qui peut t'amener à penser ça et qu'est-ce qui fait que tu crois. Et en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est problématique de faire ça. Mm. C'est vraiment problématique parce que tu renforces la présence du problème. On invite le client à nous convaincre en fait que sa vision des choses, sa compréhension de la problématique est le point le plus juste. Et donc, en gros, c'est, ok, donne-moi tous les arguments que tu peux pour m'expliquer le pourquoi du comment t'en es arrivé là, pour que je puisse croire la même chose que toi, et donc qu'ensemble, on s'intéresse
au même niveau de problème que tu penses avoir et à la même situation pour que tous les deux, on tourne en rond dans cette situation et qu'ensemble, on ne trouve pas de solution. Mm. En gros, c'est ça. Et ça, c'est une vraie problématique. Et pour tous les coachs que j'ai pu rencontrer jusqu'à maintenant, parce que on rencontre du monde, on échange, on discute, et peu importe en fait l'approche, il y a cette problématique qui est trop peu souvent abordée, et je pense même que c'est même pas évoqué du tout dans les formations, c'est que en fait, selon comment toi tu vas te comporter, ce que tu vas dire, ce sur quoi tu vas te concentrer, en fait, ça se trouve, ton client, il va repartir du travail qu'il aura fait avec toi, et ce sera pire que quand il va être arrivé. Il va repartir avec des problèmes qu'il n'avait pas. Il va repartir avec des prises de conscience qui sont pas justes. Il va repartir avec une compréhension de sa situation qui va probablement le limiter encore plus que ce que, en fait, toi, tu recherchais à faire par rapport à ton approche. Donc, c'est vraiment un phénomène qui est assez vicieux, mais qui concerne tout le monde. Et si on ne fait pas attention, c'est sûr qu'on va tomber dans la problématique. C'est sûr. C'est ça. Vraiment. Faut être vigilant sur ça. Tu sais, je constate en tout cas que il y a beaucoup de coachs qui se forment à la va-vite. Tu sais, en une semaine, en 3 jours, en 4 jours, parfois Ça en 2 arrive, semaines. ouais. Mhm. Et ils sortent de là, ils se mettent en tant qu'experts et ils vont traiter tout et n'importe quoi en disant, en fait, moi, je suis la solution à votre problème. Et non, en fait, honnêtement, prends ta place, fais preuve d'humilité, c'est ça. Fais preuve d'humilité. Garde à l'esprit que t'as encore beaucoup de choses à apprendre, que t'as un être humain aussi en face de toi. On peut penser que non, ça va rien faire, que quoi qu'il arrive, on va amener le client à avancer. Non, si tu vas trop vite, tu peux faire du mal. C'est juste ça qu'il faut comprendre. C'est là peut-être que j'amènerai une deuxième astuce ou outil, en tout cas pour toi qui nous écoutes, si tu as envie de te former au coaching, si tu as envie justement de faire au mieux, en tout cas dans ta pratique de coach, de thérapeute, peu importe, c'est de suivre une formation rigoureuse et continue. J'insiste sur le continu, d'accord? Parce Très que, important. je viens de le dire, il y a des gens, ils se forment en 2-3 semaines, ils sont lâchés dans la nature, ils se remettent plus jamais à jour. C'est fini, en fait. Une fois qu'ils sont formés, ils ont la même formation pendant 10 ans, pendant 15 ans. Ils prennent des mauvaises habitudes et ils continuent à entretenir ces mauvaises habitudes. Et le truc, c'est qu'il faut se mettre à jour. Parce que, tu sais, c'est comme les arts martiaux. J'en ai fait, comme je te disais, Julien. Les arts martiaux, Julien, même quand tu arrives à la ceinture noire, moi, quand je suis arrivé à la ceinture noire, Maître Fanny, qui était mon maître, il nous a dit quoi? Il est venu nous voir et nous a dit, maintenant, vous allez tout désapprendre et vous allez tout réapprendre. Pourquoi? Parce qu'en fait, le temps d'arriver à cette ceinture noire, c'est 7 années-là. 7 à 6 années, ça dépend pour qui. En fait, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu prends des mauvaises habitudes, qu'à certains moments, tu répètes tellement certains mouvements que ça devient c'est ancré en toi. Donc, une fois que tu arrives à la ceinture noire, à ce moment-là, ok, maintenant tu sais faire le mouvement, tu le fais mal, mais tu as appris à le faire. Tu connais tous les mouvements, tu connais l'historique, tu connais toutes les techniques, tu connais tout ça. Maintenant, en fait, on va t'apprendre à aller vers plus de maîtrise et vraiment de savoir faire le mouvement comme il faut. D'accord? Et là, tu désapprends et tu réapprends tout. Et en fait, c'est ça. C'est que c'est un éternel apprentissage, le coaching. Parce qu'au fur et à mesure du temps, on est des êtres humains. Notre cerveau, il filtre les informations, il en oublie certaines et il en consolide d'autres. Et automatiquement, peut-être qu'on sera bon dans certains trucs, mais il y a dans d'autres où il va falloir remettre un petit coup de mise à jour. Et ça, je sais qu'il y a très peu de centres de formation qui le font. Nous, encore une fois, mais c'est normal que je parle de l'Institut Merlin, mais c'est au cœur de notre approche parce qu'on voulait apporter justement une solution là où on a vu qu'il y avait des problématiques. Chez nous, nos étudiants sont étudiants à vie, en quelque sorte, c'est-à-dire aussi longtemps que la formation existe et on compte exister pendant longtemps, d'accord? Ce qui fait qu'ils peuvent venir se former constamment, se mettre à jour, venir chercher des nouvelles choses. Oui, et puis nous-mêmes, on est étudiants à vie aussi. Et nous-mêmes, on est étudiants, c'est ça. Parce que on est tous en fait dans cette dynamique-là de prendre un chemin qui nous paraît être juste. On prend notre confort, on prend nos habitudes, et finalement, on se rend compte, peut-être au bout d'un certain temps ou parfois même trop tard, que j'ai pas fait attention, mais en fait, dans ce que j'applique, dans ce que je fais, je respecte pas ça, je ne fais plus ça, j'ai enlevé telle partie, je ne sais pas pour quelle raison. Et en fait, c'est normal de se retrouver dans ces situations-là,
Mais quand on travaille avec l'humain, tu sais, si tu travailles avec des matériaux, bon bah tu te plantes sur les matériaux, tu vas perdre du temps, tu vas perdre de l'argent, tu vas perdre des ressources, mais probablement que ça sera pas dramatique. Ah, bon, après, ça dépend la mesure de la chose. Mais quand tu travailles avec l'humain, et encore une fois, un coach, c'est pas un thérapeute, mais les deux sont concernés par justement cette problématique, c'est que si tu fais pas attention, tu peux en fait agir d'une manière qui va finalement causer plus de difficultés qu'autre chose, qui va amener plus de malaise qu'autre chose. Et attention, hein, là, je suis pas en train de dire que quand tu vas intervenir, tu risques de déclencher une maladie mentale chez ton client ou ta cliente. C'est pas du tout c'est pas du tout ça la question. C'est que tu peux agir de façon bénéfique, mais tu peux aussi amener, sans le vouloir, tout un tas de choses négatives qui peuvent se produire. Et on avait parlé il y a pas très longtemps des stratégies justement qui sont utilisées par les mouvements sectaires. Et en fait, qu'ils l'aient compris ou pas, ils savent très bien que de mettre une personne dans une situation misérable leur donne encore plus de pouvoir sur eux pour prendre leur contrôle, pour décider à leur place, pour gérer leur vie à leur place. Mais t'es pas mieux en fait qu'un mouvement sectaire quand tu passes tes journées avec tes clients à juste regarder ce qui marche pas, à regarder ce qui fonctionne pas, à faire des diagnostics à droite et à gauche, et peut-être même parfois quand t'es pas censé le faire et que t'es pas autorisé à le faire et que t'es pas formé pour le faire. Et en fait, plus tu fais ça, plus tu contribues, dans la logique de la systémique toujours, à créer et à entretenir un problème qui parfois n'existe même pas. Mm. Et vraiment, je donnais cet exemple tout à l'heure, mais c'est une vraie problématique de thérapeutes qui vont vraiment prendre ce raccourci et qui vont vraiment dire, avec toute la bienveillance du monde en plus, hein, très probablement, C'est ça. mais dans ma théorie, voilà ce que c'est, donc il faut absolument retrouver l'information qui est en lien avec ça. Et encore une fois, c'est vraiment un biais normal de notre mode de fonctionnement parce que la première chose que tu fais, en général, quand tu rencontres un problème, c'est te demander pourquoi tu vis ça. Ensuite, tu vas mettre ton attention sur les événements qui se sont produits et tu vas surtout te concentrer sur l'externe. Et donc, tu vas trouver des justifications, des explications, et ensuite, tu vas te dire, bah, il faut que j'arrive à résoudre ce qui s'est passé pour que les choses puissent changer maintenant. Mm. Et en fait, c'est un raisonnement qui est complètement biaisé, et j'ai pas dit un autre mot, même si ça pourrait s'appliquer, c'est que plus tu rentres dans cette dynamique-là, plus tu entretiens ta problématique, plus tu la renforces, plus tu la valides, et plus tu t'auto-convaincs de cette difficulté-là. Et un truc qui est super important, et c'est vraiment pas la première fois qu'on le dit dans nos podcasts, dans nos cours, dans nos lives, c'est que le point central qui, à notre sens, est la clé pour pouvoir changer les choses, c'est de travailler sur ta perception des situations, ta perception des événements, ton rapport que tu entretiens. Et encore une fois, c'est une dynamique aussi philosophique, hein, puisqu'on va retrouver ici tous les travaux, par exemple, d'Heidegger, on va retrouver les travaux d'Husserl, pour faire référence qu'à cela en lien avec l'approche de la sophrologie, entre autres, mais de remettre en avant la place et l'importance du regard de l'individu sur sa propre situation, les événements et les situations qui l'entourent. Et pour pas te perdre et pour pas aller trop loin non plus, parce que c'est pas le but de ce podcast, c'est que si tu regardes, quand tu passes 1 heure avec un professionnel de l'accompagnement, que ce soit de la thérapie ou du coaching, peu importe, mais que tu as passé 1 heure à regarder ce qui fonctionne pas, ce qui marche pas, le pourquoi du comment du parce que, qu'est-ce que ça conditionne dans ton rapport à ta situation? Bah, ça conditionne un truc problématique. Si par contre tu passes peut-être 5-10 minutes pour comprendre un petit peu le cadre, mais que tu passes les 50 minutes restantes à travailler sur tes ressources, à travailler sur tes forces, tes talents, tes possibilités, les options qui sont à ta disposition,
les actions que tu peux entreprendre, le comportement que tu peux ajuster, la manière de percevoir que tu peux développer, ben, on n'est pas du tout, mais pas du tout, du tout, du tout dans la même dynamique. Ouais. Donc, vraiment, on t'invite avec ce podcast déjà à remettre en question ta manière de percevoir les situations, mais aussi si tu es déjà professionnel ou si tu comptes devenir professionnel de la relation d'aide, que ce soit pour du coaching ou pour de la thérapie, fais très attention à ce risque-là, qui est inhérent à notre pratique et qui est inhérent à nos propres biais de fonctionnement, et c'est 100% normal, c'est 100% humain. Mais par le rôle qu'on joue, on se doit d'avoir des filets de sécurité, une trame, des rails sur lesquels s'assurer de rester, parce que tu peux mettre toute la bonne volonté du monde d'aller explorer tous les problèmes de tes clients pour essayer de les résoudre. Le résultat qui va en ressortir, c'est que tu vas probablement les rendre encore plus misérables qu'ils l'étaient avant de venir te voir. C'est ça. Vraiment. Et juste peut-être, tu sais, pour pas trop dramatiser, hein, comme tu l'as dit tout à l'heure. Si, on va mettre une musique dramatique Ta derrière. ta ta ta. Tant. Je sais pas. Tan, tan. Ah oui, les dents de la mer. C'est trop drôle. Ouais, ça peut être les dents du père, hein, on sait pas. Hein. Ça dépend. Hein. C'est vrai en plus. Ah là là, t'es drôle. Donc ouais, tu sais, pour pas non plus trop dramatiser, si un jour t'as fait l'erreur, c'est pas fini, c'est bon. Hein. Tu vas pas mourir, ok. Le tout c'est prends conscience. Prends conscience que t'as fait une erreur à ce moment-là, que t'as peut-être été trop vite, que t'as peut-être touché à quelque chose qu'il fallait pas. Ça c'est la base. Si ça arrive, prends conscience que t'as fait une erreur à ce moment-là. Et derrière, ne reste pas figé, va chercher d'autres outils, ou alors à ce moment-là, va travailler sur les choses qui peuvent sous-tendre cette problématique-là. D'accord? C'est-à-dire que ça peut se rattraper, ok? Mais ça pourra se rattraper qu'à partir du moment où toi, en fait, tu restes conscient et tu admets que tu as fait une erreur. Ouais. C'est parce que c'est ça le truc, c'est que tu sais dans certaines approches, je le vois, hein, Julien, il y a pas très longtemps, on a parlé de la perversion narcissique, on a fait des vidéos, on a republié les shorts de notre podcast en vidéo sur TikTok. Tout à fait, ouais. Et ça a énormément marché d'ailleurs, Julien, top là, on a fait je crois 60K sur l'une des vidéos. Et bien joué. c'est ça, top. Et en fait, il y a eu beaucoup de personnes en fait qui ont partagé une partie de leur histoire de vie et qui ont expliqué que ouais, il y a des fois, il y en a certains en fait qui sont tombés sur des thérapeutes qui avaient une approche figée en fait de la problématique et ça a fait pire que mieux. C'est ça le truc. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pas remis en question en fait. Et si tu peux te remettre en question, si tu le fais, si tu restes ouvert à ça, à ce moment-là, tu pourras rattraper les dégâts que tu as fait. D'accord? Encore une fois, je dis dégâts, je le mets en gras et tout, mais c'est ok, hein. C'est souvent, tu sais, personne n'est à l'abri. Même toi et moi, Julien. Mais c'est ça, c'est que, tu sais, tout ce qu'on est en train de te dire ici, et il faut surtout pas le prendre comme, oh là là, ils se mettent en position de, ils savent, machin et tout. Bah c'est ça, non, en c'est fait, ça. ce qu'on te partage et tout ce qu'on te donne dans ce podcast depuis le début, c'est, oui, des connaissances qu'on a acquises avec le temps, oui, du partage d'expériences, mais c'est se rendre compte qu'on est tous au même niveau. Et quand on parle de sujet, bah, c'est parce que on a soit appris sur ce sujet-là et on a envie de te redonner de l'information, mais certainement pas en mode, regarde, nous, on sait, on a déjà dépassé le truc, on maîtrise. Non, pas du tout. C'est aussi un moyen pour nous de nous recadrer et de nous remettre sur le droit chemin parce que c'est pas rare. Tu sais, qu'on parle avec nos étudiants, nos étudiantes, il y a une problématique qui ressort, il y a une manière de faire qui est appliquée, et en fait, là, on prend du recul, parce que si on l'a pas vu avec les personnes qui peuvent nous superviser dans notre propre pratique, on prend du recul, et puis on se dit, ah, mais attends, je suis en train de me rendre compte que dernièrement, j'ai fait cette erreur-là aussi. Et du coup, tu corriges, et du coup, tu t'ajustes, parce qu'on n'est pas des machines. Tu sais, tu peux pas te dire, maintenant que j'ai appris à faire telle chose, je sais le faire, donc je le fais, et donc c'est parfait. Non, c'est loin d'être parfait. C'est toujours loin d'être parfait, et c'est très bien comme ça, parce que ça te pousse à progresser, ça te pousse à avancer, mais on n'est pas en mode je te donne de l'information descendante, tu prends, tu manges le truc que je te donne, là, puis j'ai la sagesse et la connaissance infuse, là, mais c'est loin. Et on serait dans cette problématique-là, d'ailleurs. Oui, puis en plus, on serait les premiers, en fait, à
mettre les 2 pieds dedans et à foncer tête baissée dans ces problèmes-là, parce que on considérait que oui, mais moi tu comprends, je sais, je machin, je truc. Non, t'as des connaissances, ok. Pour nous, c'est important de pouvoir repartager ces informations, partager comment on voit les choses, parce que on y croit. On croit profondément que la manière dont on amène les choses et la perspective qu'on offre à travers nos partages permet de reprendre notre pouvoir, permet de prendre du recul et de gérer les situations différemment. Mais comme toujours, c'est découvre par toi-même, va chercher plus d'informations, apprends, ne prends pas tout ce qu'on te donne au pied de la lettre, teste, valide, invalide, remets en question s'il faut, mais ouvre tes perspectives et c'est comme ça en fait que tu pourras aller vers l'excellence. Pas en te disant c'est bon, maintenant je sais, je connais, j'ai vu. Et tu sais, je revois un échange qu'il y a eu, parce que je fais partie de différents groupes, et à un moment donné, il y a une personne qui pose une question. Et il y a quelqu'un d'autre qui répond à cette question en disant est-ce que tu as pensé à aller dans cette direction-là? Est-ce que tu as pensé à aller chercher telle et telle information? Et en fait, l'autre, elle l'a envoyé chier, mais alors littéralement, en disant ouais, mais de toute façon, je connais mon boulot, je sais ce que j'ai à faire, cette technique-là, je la connais déjà, tu réponds pas à ma question. Et en fait, c'est comme, ok, allume là en fait ma fille, parce que t'es en train juste de te laisser embarquer par ton ego. C'est ok, tout le monde a un ego, puis des fois ça prend trop de place. Mais là, t'as une réponse qui est pertinente, t'as une approche qui est utile, et tu refuses de l'entendre, de la voir, de la recevoir, parce qu'il y a une partie de toi qui dit ouais, mais je le sais déjà. Ouais, mais est-ce que tu l'appliques? Est-ce que tu l'utilises? Est-ce que tu respectes ça? Et en fait, on est tous à la même enseigne. Donc, faut vraiment être vigilant. Vraiment. Ouais, c'est ça. Troisième point, peut-être, Julien, qui peut être intéressant aussi pour pas tomber dedans. Alors, comme je l'ai dit, la reconnaissance, peu importe, c'est que tu as 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans de pratique, on est tous logés à la même enseigne. Il suffit qu'on lève, tu sais, qu'un jour on est fatigué, que notre vigilance est un petit peu en déclin, et en fait, on peut tomber dedans parce qu'on est des êtres humains, on peut tomber dans nos mécanismes. C'est ça le truc. Et c'est le propre de l'humain de toute manière. Donc, c'est juste, prends conscience de ça. Si ça arrive, reconnais, tu sais, qu'il y a une erreur. Questionne ton client une fois que c'est fini. C'est pour ça qu'on vérifie beaucoup l'écologie, Julien. Ça fait partie aussi peut-être des éléments qui permettent d'éviter la problématique là. Mais de venir chercher du feedback chez le client. Comment ça va? Qu'est-ce que ça donne? Tu sais, est-ce qu'il y a des choses qui remontent par rapport à notre dernière séance, etc. De rester vraiment attentif. Parce que si je reviens à ce que je disais par rapport à tout à l'heure là et les psychologues, je ne généralise pas, mais ce qui est revenu des vidéos qu'on a postées sur TikTok là, c'est que pour certaines personnes, en fait, il y a des psychologues qui avaient des personnes qui faisaient appel à des psychologues ou des psychothérapeutes qui avaient une espèce d'approche assez condescendante vis-à-vis d'eux. C'est moi je sais, toi tu ne sais pas. Et en fait, même si la personne souffre, c'est comme c'est bon en fait, arrête de faire ta victime, tu vois. C'est dingue hein, de voir ce genre de choses. Et c'est un manque d'éthique, je pense, de la part de ces professionnels là. Ça peut arriver. Il y en a certains qui manquent d'éthique. C'est pas la majorité, mais on peut toujours tomber. Tout comme on peut tomber sur des coachs qui manquent d'éthique, des médecins qui manquent d'éthique. Eh ben, il y en a dans tous les domaines, là. Mais vraiment dans tous les domaines. C'est ça, dans tous les domaines. Vraiment. Et donc, voilà, juste reste ouvert. Même si c'est toi qui vas accompagner la personne, remets-toi en question. Parce que tu es face à un être humain complexe, avec son schéma de pensée, son histoire, son cheminement. Et en fait, derrière, c'est à toi de jauger avec lui. Ça, c'était le point, le deuxième point qu'on avait donné. Troisième point, Julien, ou quatrième point, je ne sais plus on est auquel. C'est on ne les compte plus, Samir. C'est ça, on les compte plus. C'est de superviser sa pratique. C'est bien aussi de se référer à quelqu'un d'autre. Oui. Et de ne pas rester tout seul dans son coin de moi je suis le meilleur, moi j'ai besoin de personne, moi je me base que sur moi. Non, va essayer aussi de peut-être t'entourer de personnes, faire partie d'un cercle de coachs professionnels qui suivent une certaine éthique. Ça peut être ta formation. Nous, Julien, on est très présent, par exemple, pour nos étudiants. On essaie de les superviser. En tout cas, on les supervise au maximum. Donc, si demain, toi, qui nous écoutes, tu cherches à te former ou que tu t'es formé et que tu n'es pas supervisé, essaye de trouver un moyen de te faire superviser. Parce que, tu sais, il y a rien de pire qu'un mouton isolé.
Mhm. c'est là que le loup va l'attaquer et il va le dévorer comme pas possible. Ton ego, il va te dévorer. Tu vas tomber dans tes pièges comme pas possible. Donc, essaye de te faire superviser. Si tu as un doute, essaye d'aller chercher peut-être de la formation auprès d'autres Ouais, tout à professionnels. fait. Tout à Ouais. fait. Et c'est Bah, pas que des coachs, hein. Ça peut ah être non, aussi non, des thérapeutes, ça peut. mais pour tout le monde. Ouais. Pour tout le monde, en fait, à partir du moment où tu as une pratique professionnelle, mais d'ailleurs quelle qu'elle soit, d'avoir alors surtout dans la relation d'aide, d'avoir une supervision, ça fait partie des critères. Si tu prends par exemple un organisme comme la Fédération internationale de coaching, Mhm. ça fait partie des critères qui définissent en fait le rôle d'un coach, qui est tu dois être supervisé. Et quelle que soit ta pratique. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la supervision, le but, c'est pas de dire ah ben j'ai tout le temps quelqu'un au-dessus de moi qui me dit ce que j'ai à faire. Non. Le Mm. principe de la supervision, c'est en fait d'avoir une autre personne, ou plusieurs, qui vont t'aider à prendre du recul et sortir de tes angles morts que automatiquement tu ne vois pas. Et tes superviseurs vont avoir une supervision aussi, s'ils sont dans leur pratique. Parce Mm. que c'est vraiment important. Et encore une fois, on a amené ce concept qui est, je pense, un concept qui est très, très, très important. Et c'est même applicable dans le domaine du dev perso, hein. Parce que C'est si demain applicable tu partout. t'achètes, je sais pas moi, un cahier d'exercices qui t'invite à explorer tes problèmes de l'enfance, à découvrir, tu te rends compte de ce que ça peut avoir comme impact. Mm. Parce que là, tu vas aller en profondeur dans l'exploration, dans la mise à jour de tout un tas de choses. Et combien de fois ça m'est déjà arrivé par le passé d'avoir des personnes qui m'envoient des messages en me disant bah voilà, j'ai passé tel test, j'ai parlé à telle personne, on m'a dit que j'avais tel profil, on m'a dit que j'étais dans telle difficulté, puis depuis, voilà ce que je vis, voilà ce que je sens. Ben oui. Mais en fait, je suis désolé de te le dire là, mais t'as été mal accompagné, t'as été mal guidé, t'as été mal renseigné, pas parce que la personne, c'est une mauvaise personne, loin de là. C'est que ce principe n'a certainement pas été mis en lumière et tu te retrouves avec des trucs qui fonctionnent pas du tout. Donc, Exact. ce principe de iatrogénèse, il est applicable pour tout le monde, dans toutes les situations. Et ce côté supervision, ça te permet aussi d'avoir quelqu'un qui te recadre et qui te dit attends, là, tu es en train de me dire que ça fait 3-4 séances que vous êtes en train de tourner autour du problème. Rappelle-toi, tourner autour du problème, ça changera pas le problème, ça changera pas la situation. Comment est-ce que tu peux changer ta manière d'interagir? Comment est-ce que tu peux changer ta manière de procéder? Et on est dans une dynamique spécifique avec l'approche de la systémique, l'approche orientée solution, l'approche centrée client. Et après, peu importe ce que tu utilises, c'est pas important. Mais vraiment de prendre conscience de l'impact que tes choix stratégiques, que tes choix de mise en lumière et de focus vont avoir sur ton client et tes clientes. Et ça, c'est vraiment important de l'intégrer. C'est vraiment Ouais. quelque chose d'essentiel. Ouais, vraiment, c'est vraiment important et tu vois, tu sais, je vais le répéter, mais on est tous logés à la même enseigne. C'est juste ça. Vraiment. Donc c'est important Vraiment. de justement d'aller chercher de l'information, de ne pas s'isoler, de ne pas être seul, de ne pas croire que on a la science infuse, qu'on est des dieux sur pattes parce qu'on ne l'est pas du tout. Chaque jour là, quand on va aux toilettes, ça sent pareil, hein. On n'est pas meilleur que les autres. Donc vraiment, c'est important de le garder, de reprendre sa place en fait. Et tu sais, on parle vraiment d'humilité. C'est ça l'humilité. C'est je sais qu'il y a des choses que je connais, je sais que je suis bon dans ces choses-là, mais je sais aussi que je peux tomber dans certains pièges, dans certains biais. Et du coup, bah, je prends en considération ça et je fais avec. Je m'adapte à ça. Ouais, ouais, complètement. Donc voilà. Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Peut-être si je devais en rajouter un, Julien, je sais pas toi si tu en as d'autres, ce serait de Mhm. respecter une certaine éthique, une certaine déontologie. Faut savoir que pour certains, il y a des gens qui pensent que dans le coaching, il y en a pas. Mais en fait, il y a une éthique à respecter. Il y a des Vraiment. coachs qui ne le respectent pas. C'est leur problème. C'est comme des psychologues qui ne le respectent pas, des médecins qui ne le respectent pas. C'est eux qui vont payer les conséquences tôt ou tard. Mais il y Mm. a une déontologie à respecter. Et toi qui te formes, Vraiment. de l'incarner au maximum. Et ça, c'est ta responsabilité. Vraiment, vraiment.
Bah, c'est ça, je pense on a fait le tour. Donc j'espère qu'avec cet épisode de podcast et tout ce qu'on a pu t'amener sur ce sujet de la iatrogénèse, euh, t'éclaire un peu plus sur l'importance de mettre ton focus sur les bons éléments, d'arrêter de fouiller dans la merde, d'arrêter de sortir les cadavres du placard, d'arrêter de tourner autour du problème, parce qu'en fait, c'est tout sauf ce qui va te permettre d'avancer et de progresser. Exactement. Donc, essaye de voir comment toi tu fonctionnes, ta manière de penser, de réfléchir et d'ajuster tes stratégies pour justement tendre vers une meilleure qualité de vie, une meilleure progression. Et si tu es professionnel et que ce sujet n'avait pas du tout été abordé pendant ta formation, garde-le en tête et regarde dans ta pratique, regarde dans ce que tu appliques si parfois tu fais pas fausse route et comment tu peux corriger ça. C'est vraiment important. Ouais, exactement. Bon bah Julien, si on a fait le tour de la iatrogénèse et toi qui nous écoutes, maintenant que tu sais que c'est pas une insulte, hein, c'est déjà bien. Parce qu'on se permettrait pas d'insulter quand même nos auditeurs. On Voilà, entend on tout. va t'inviter du coup. Sinon, on va t'envoyer te faire iatrogéniser, d'accord? Je plaisante. On va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast pour le faire connaître à un maximum de monde. Si tu connais des personnes autour de toi qui sont coachs, qui sont thérapeutes, des collègues, peu importe, qui sont dans ce domaine-là, n'hésite pas à leur partager ce podcast-là parce que ça peut être très important pour eux. D'accord? Tout à fait. Tout à fait. Et puis, si jamais tu as aussi autour de toi des personnes qui sont en recherche de reconversion professionnelle, Mm. qui pensent, qui envisagent justement de se former au coaching, pense à nous parce que on sera là pour conseiller cette personne-là, la guider. Et comme d'habitude, si le projet ne matche pas avec ce qu'on a à offrir, ça nous fera plaisir d'envoyer cette personne-là se faire iatrogéniser ailleurs, C'est ça. donc d'aller chercher d'autres informations, d'autres formations. Ça nous fera plaisir de la guider vers d'autres centres si jamais on n'était pas les bonnes personnes pour l'accompagner sur son projet. Totalement. Bah maintenant que tu sais tout ça, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la À la prochaine. prochaine.